J'ai envie que mon fils respecte les femmes. Parce que sinon, j'aurais l'impression d'avoir failli, moi, en tant que femme. On remet en cause notre maternité tous les jours parce que, selon certaines personnes, nous ne sommes pas capables d'élever un enfant parce qu'on est deux femmes. Il n'y a que moi qui sais quand est-ce qu'il y a tel rendez-vous, quand est-ce qu'il y a le sport, quand est-ce qu'il y a le tournoi, quand est-ce qu'il y a ci, quand est-ce qu'il y a ça. On parle beaucoup des hommes qui nous pointent du doigt, mais ça vient souvent aussi des femmes. En fait, l'amour maternel, il se construit aussi pour certaines personnes. Parfois, on n'est pas forcément à l'aise avec un nourrisson, mais plus tard. Il y a vraiment cette question de se dire, d'être conscient qu'en même temps qu'on donne la vie, il va y avoir une fin pour la personne qu'on met au monde. Merci à toutes et à tous d'être là, surtout à toutes. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Clémence Mollet-Moukouri, je suis la présidente et fondatrice de Find Yourself, qui est une association loi 1901, qui œuvre pour l'égalité des genres par le biais de l'empowerment féminin. Pour nous, l'objectif, c'est d'accompagner les femmes et de les inspirer dans leur prise de conscience de leur capacité d'agir, pour elles-mêmes déjà, dans leur propre vie, et ensuite à l'échelle de la société. Donc tous les mois, on organise des événements autour du développement personnel et professionnel pour permettre aux femmes d'avoir des ressources et des outils pour se développer sur ces différents points de leur vie. On a également un média qui a pour but de mettre en lumière de nouveaux rôles modèles féminins ou issus de minorités de genre pour pallier la sous-représentation qu'on peut avoir d'habitude. Et on a ce fameux mois de l'empowerment où on aborde des sujets de société sur lesquels on est concerné. Parmi les sujets qu'on aborde cette année, on va parler de la maternité et notamment des injonctions qui sont liées à la maternité, les doubles standards qu'il peut y avoir entre notamment les mères et les pères. Et donc, pour parler de cette thématique-là, je suis avec Babette, Olivia et Mélanie. Je m'appelle Babette, je suis une femme mariée, mère de 3 enfants. Dans la vie, je suis avant toute chose infirmière libérale depuis maintenant 10 ans. Je suis aussi l'autrice d'un blog qui s'appelle Not Just Mom depuis 12 ans, créatrice de contenu d'un compte qui porte le même nom. Conférencière, donc à la tête des expériences Bonjour Madame, que j'ai créé fin 2019, début 2020. Du coup, moi, je m'appelle Mélanie Gir. Je suis derrière le compte Instagram, TikTok Parlons lesbiennes. Moi, je milite contre toutes les injonctions sociétales faites aux femmes lesbiennes, mais également aux femmes liées à leur poids, à leur corps, pour qu'elles se sentent bien telles qu'elles sont. Je suis autrice d'un livre qui s'appelle Parlons lesbiennes, le guide de l'homosexualité féminine. Et là, je suis en cours d'écriture de 2 livres qui vont être publiés du coup cette année et l'année prochaine. Et je suis maman aussi. Pardon, j'oublie tout le temps. C'est pas bien. Mais ça me paraît tellement évident. D'un petit bébé de 6 mois. Je suis Olivia, je suis la fondatrice d'une association qui s'appelle Moi et mes enfants. Je l'ai créée il y a 8 ans pour accompagner et faire entendre la voix des familles monoparentales et notamment des femmes chefs de famille monoparentales. Lorsque je me suis retrouvée moi-même à la tête d'une famille monoparentale avec un petit bout qui avait 10 mois et ma fille qui avait 4 ans et demi, je me suis retrouvée face à 1 million de difficultés que j'avais absolument pas anticipées, que j'avais pas vu venir et beaucoup d'injustices et beaucoup de trous dans la raquette. Et donc, j'ai décidé de créer cette association parce que je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire pour les familles monoparentales qui sont une famille sur 4. En France, c'est 82% de femmes. Comment ça s'est passé votre parcours vers la maternité? Est-ce que c'était une évidence? Est-ce que c'est une question que vous n'êtes même jamais posée? Vous avez dit, de toute façon, je serai mère. Est-ce que ça a été un choix très, très mûri avant de devenir mère? Comment ça s'est passé pour chacune d'entre vous? En ce qui me concerne, il y a eu plusieurs étapes. Je me suis posé la question. Quand j'avais 15 ans, j'avais très envie. Je me disais, ouais, ce serait trop génial d'avoir des enfants et tout, mais j'étais juste un gros bébé. Après, lorsque j'ai rencontré le père de mes enfants, là, je me suis posé des questions parce que voilà, c'était dans les années 2000, 2010. Qu'est-ce que c'est que de mettre des enfants au monde alors que le monde va mal, alors que voilà. Il y a vraiment cette question de se dire, d'être conscient qu'en même temps qu'on donne la vie, il va y avoir une fin pour la personne qu'on met au monde. Et finalement, un jour, j'ai arrêté de me poser des questions mais ça a été très très clair, ça a été une évidence. J'y repense, genre un soir, je me suis couchée, je devais être en train de faire la fête, etc. Je pensais qu'à vivre ma best life. Et le lendemain, je me suis réveillée et c'était dans ma tête. J'avais trop envie d'avoir un bébé, d'être maman, de transmettre. Voilà. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça a été... En tout cas, c'était un déclic très franc. Un déclic très franc et j'avais plus que ça en tête. Moi, je suis passée par plein de phases. Plus jeune, j'avais pas mal de problèmes gynéco. Et le gynécologue avait dit à ma mère, puisque j'étais mineure, qu'au vu des soucis que j'avais, potentiellement, je ne pourrais pas avoir d'enfant. Je crois que c'est la première fois réellement où j'ai entendu parler de maternité. Et je me rappelle qu'on est sorti de ce rendez-vous avec ma maman qui m'a dit, on s'en fiche de ce qu'elle a dit, c'est pas Dieu, tu verras, tu auras des enfants. Et ma vie d'ado a continué sans que je me pose réellement de questions, parce que comme ma mère avait dit, pour moi c'était logique, ça allait se passer comme ça. Je tombe enceinte de ma première fille.
alors que c'était pas dans mes programmes. J'ai clairement cru que ma vie allait s'arrêter, sauf que pour ma part, c'est à ce moment-là que réellement elle a commencé. Pour la deuxième, encore différent. Entre Cerise et Salomé, on a connu des fausses couches. Donc Salomé, elle est arrivée, elle était attendue comme le Christ dans notre vie. Après Salomé, rebelote. Il y a eu une période où je voulais plus parce que 2 enfants, elle buvait mon âme. Mais à un moment, c'est revenu. Je sais pas, c'est comme un appel en fait. Je me sentais pas entière. C'est comme s'il me manquait quelque chose. Donc, on a décidé de repartir dans le processus, sauf que ça ne venait pas. À un moment, on s'est dit, bon, on en a déjà 2, c'est déjà bien. Il y en a qui cherchent et qui n'ont pas. Donc, au moment où j'ai lâché prise, donc à 40 ans, c'est à ce moment-là qu'on découvre que je suis à nouveau enceinte. Donc, ça a été encore une autre histoire, donc une nouvelle maternité. À chaque fois, je dis, on peut avoir 50 enfants, ce ne sera pas les mêmes histoires. Donc, moi, elle a ponctué ma vie de la fin de ma vingtaine jusqu'à aujourd'hui, en vrai. Pour moi, la maternité, pareil, ça a été un peu... C'est pas binaire, c'est pas oui ou non. Et puis, j'ai pas un schéma forcément dans ma famille qui m'a donné envie d'en avoir. Donc, vers 17 ans, je me suis dit, c'est mort, j'aurai jamais d'enfants. J'ai fait mon coming out. Et là, je me suis dit, au moins, maintenant, je suis lesbienne, donc comme ça, c'est réglé, je n'aurai pas d'enfant, ou alors ça va tellement être compliqué que je ne pourrai pas en avoir. Et j'ai rencontré ma conjointe, qui, elle, m'a fait part de son désir d'avoir des enfants, mais qu'elle sortait d'un parcours de plus de 3 ans de PMA avec 3 tentatives qui n'ont pas fonctionné. Et c'est vrai que la question s'est posée au bout de 3 ans de relation, où elle m'a dit, je me sens prête à avoir des enfants. Moi, j'étais pas du tout. Et puis, c'est vrai qu'après, on a eu cette réflexion où ma compagne est plus âgée que moi, elle a 8 ans et demi. 8 ans et demi de plus, ouais, pardon. Non, elle a 8 ans, du coup, je suis vachement à l'aise sur ce talk. Voilà, du coup, elle a 8 ans et demi de plus et elle m'a dit, là, je me sens vraiment prête et j'ai 36 ans, donc après, il y a la quarantaine, toutes les injonctions liées à l'âge, etc. Je pourrais plus avoir d'enfants, la PMA, nanana. Et moi, je réfléchis à la question. C'est vrai que moi, je me dis, j'aimerais avoir des enfants, mais peut-être pas maintenant. On a eu une thérapie de couple à un moment et elle nous dit, mais si vous étiez un couple hétéro, si Anaïs tombe enceinte ou si vous tombiez enceinte, qu'est-ce que vous feriez? Je dirais, mais la question se poserait pas, on le garderait, en fait. Je pense que j'étais prête à être maman, mais j'avais très, très, très peur. Et on se lance dans le parcours PMA. Et moi, je me dis de façon tranquille, franchement, avant que ça marche, il va me falloir 1 an et demi. Pauvre, ça a marché du premier coup. Voilà. Du coup, je me suis retrouvée en mode waouh, dans 9 mois, je suis maman, je suis pas prête, je sais même pas changer une couche. Maintenant que vous êtes mère, et selon vous, quelles sont les principales injonctions que vous ressentez, en tout cas, qui pèsent sur vous? Il y en a tellement. Ça commence avec la grossesse. Déjà, quand on parle de grossesse gériatrique, moi, je ne connaissais pas ce terme, mais après 36 ou 37, on part du principe que la grossesse peut être un risque. Donc, on associe à ton âge, parce que 36 ans, c'est quand même jeune, mais on te parle déjà de gériatrie. Moi, étant infirmière, ce que je vois ou ce que j'ai vu dans les services de gériatrie, ce n'était pas des jeunes de 36 ans, de 40 ans, enfin bon, bref. Donc déjà, tu sens qu'ils ne sont pas forcément à l'aise avec la grossesse après un certain âge. Et pour moi, ça, c'est une injonction. Tu tombes enceinte, tout le monde applaudit ton ventre rond, t'es magnifique, tout le monde te trouve belle, épanouie, sauf qu'une fois que tu as accouché, on te demande très rapidement de retrouver ton corps. T'es maman, on assume le fait que tu es maman, on veut que tu éduques ton enfant et qu'il ait la meilleure éducation venant que de toi, parce que bizarrement, c'est comme s'il n'y avait que toi qui existais, sauf qu'on te demande aussi de retourner au travail. On te dit que tu es trop au travail, donc que tu es potentiellement une mauvaise maman parce que tes enfants sont avec qui? On parle beaucoup des hommes qui nous pointent du doigt, mais ça vient souvent aussi des femmes. Les femmes peuvent juger si tu es trop au travail et qu'elle, potentiellement, c'est une mère au foyer ou qu'elle a mis en suspens sa vie professionnelle pour ses enfants. Je pense elle envie le fait que tu aies décidé de mener ta vie différemment, elle va te pointer du doigt. Moi, c'est ce que je trouve dur. Moi, ce que je vois, c'est chacun choisit ses combats. J'en suis pas fière, mais en tout cas, je sais que je peux pas tout faire. Et malgré tout, c'est des choses que je me prends au quotidien, mais j'ai été obligée de lâcher davantage à un endroit, et moi, c'est l'alimentation. C'est-à-dire que je me fais beaucoup aider par mon ami Picard, ou voilà, des gens comme ça. Et malgré tout, je me sens, par moments, je me dis, purée, alors, quand on voit comment il faut faire manger les enfants, il faut ci, il faut ça, ils vont développer telle maladie ou quoi que ce soit, parce que je leur ai pas donné tel produit bio, voilà. Et donc il y a vraiment ce truc là de se dire voilà, t'es une maman, tu dois être à la fois la super cuisinière, tu dois être à la fois hyper calée en maths parce que tu dois comprendre les devoirs de ta fille. Moi qui est en 3e, j'y comprends rien.
Euh, donc voilà, tu es censé être libre pour les réunions parents-prof, parce que sinon, ça veut dire que tu te désintéresses. Alors pourquoi tu fais des enfants si tu te désintéresses de ce qu'ils vont devenir? Enfin, tu es censé être vraiment une Partout, tout le temps, quoi. machine partout et multitâche. Pour moi, c'est vraiment ça qui est une charge énorme. Lorsque tu arrives à la crèche et que tu déposes ton enfant, mais que tu n'as pas forcément un travail derrière, parce que tu es en train de chercher du travail, parce que si, parce que ça, tu peux te prendre Des réflexions. des réflexions du Pourquoi tu ne genre, gardes pas ton enfant? bah oui, pourquoi tu arrives à 10h alors que... Donc, il y a vraiment toutes ces injonctions-là qui viennent de partout. Et effectivement, pas forcément que des endroits où on se dit qu'on est dans des safe places. Moi, en tant que lesbienne, j'ai l'impression que nous, on est un peu regardés avec une loupe. Moi, j'ai cette sensation un peu qu'on doit vraiment réussir aux yeux de la société parce qu'on a un parcours qui est différent. Après, moi, pareil, c'est les injonctions par rapport à l'allaitement. Il y en a qui vont te dire que c'est pas grave, d'autres qui vont te dire mais il faut l'allaiter, tout ça. Enfin, nous, on a eu quand même quelques retours là-dessus, surtout sur les réseaux sociaux, parce que moi, j'ai fait un co-allaitement, du coup. J'ai pris des hormones pour allaiter mon fils. Le corps humain des femmes est juste extraordinaire. Par contre, renseignez-vous bien parce qu'il y a beaucoup de contre-indications et puis des effets secondaires. Mais voilà, moi, c'est un parcours que je suis très fière d'avoir fait. Mais moi, par exemple, je pense que j'idéalisais énormément la maternité de par le fait que j'ai eu une vie de famille assez compliquée jeune et je m'étais mis la barre hyper haute en mode je veux surtout pas ressembler à ce que j'ai eu. Et ça a commencé dès la naissance de mon fils où je me suis dit l'allaitement, il faut que j'allaite mon fils. Et moi, j'ai pas du tout aimé, même en salle de naissance, je regardais ma femme en mode au secours, c'est quand qu'on me l'enlève, j'aime pas. Il y a les injonctions que la société nous met, mais il y a celles qu'on se met soi-même. Et en tant que femme, des fois, on est hyper dur, on veut vraiment être partout. Et en fait, parfois, le plus compliqué, c'est de se dire on peut pas être parfaite, en fait. On y idéalise parfois beaucoup l'arrivée d'un enfant. Et j'ai vu quelqu'un qui en a parlé, c'est une autrice, pareil, qui parle de maternité lesbienne. Et c'est vachement intéressant ce qu'elle a dit. En fait, l'amour maternel, il se construit aussi pour certaines personnes et que parfois, on n'est pas forcément à l'aise avec un nourrisson, mais plus tard. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Mon fils, bien évidemment, je l'ai vu, je l'ai aimé de ouf. Il n'y a pas de question. Mais ça se construit, en fait. On construit une relation. Faut pas oublier que c'est quand même un être qu'on connaît pas à la base. Donc, l'amour est là. Mais moi, j'avais ce truc, ouais, c'est l'amour maternel, tu verras. Oui, c'est vrai, mais c'est pas toutes les femmes forcément qui ressentent ça. Ça va être surtout pour toi, en fait, en vrai, cette question, Olivia. Est-ce que tu as observé des différences de traitement entre les mamans solo et les papas solo, justement, dans la société et dans les différentes institutions? Effectivement, une grande partie de mon boulot, de ma mission, c'est faire bouger les politiques publiques et aussi de mettre en avant les choses qui dysfonctionnent. Et notamment, c'est pas un souvenir gai que je vais vous rappeler, mais on se rappelle, il y a 1 an et demi, des émeutes pour Naël. Comment on a stigmatisé, comment on a porté je veux dire, la faute sur les mères qui savent pas élever leurs enfants, qui laissent traîner leurs fils, qui laissent traîner leurs enfants dans la rue et tout ça. Et donc, se repose encore la question vraiment de la responsabilisation des parents face aux délits que peuvent commettre leurs enfants. Et lorsqu'on dit responsabilisation des parents, on s'adresse aux mères et pas aux pères qui sont pour beaucoup dans ces cas-là démissionnaires. Ceux qu'on accompagne sont vraiment des pères engagés, investis, qui viennent, qui nous surprennent par leur engagement auprès de leurs enfants. Mais il ne faut pas oublier qu'ils sont 18%. Donc là, lorsqu'on parle de ces situations-là, on peut vraiment parler de femmes qui sont dans des situations de précarité. Elles peuvent être à la limite du burn-out parental. On parle vraiment de, oui, un tiers qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc va élever tes gamins avec 1 200 € par mois dans des quartiers pourris. Donc ça m'insurge assez. Et donc, il y a une vraie différence là entre le positionnement par rapport à la mère et par rapport au père. Et après, oui, et nous, on est tombés aussi dans le panneau. On avait un événement c'était la Saint-Valentin et on avait énormément de mamans. Et là, il y avait 3 papas, dont un. Toutes les mamans, on était là, waouh! Alors, il était tout seul avec 2 bébés, puisqu'il y en avait un qui avait 2 ans et l'autre, qui marchait à peine, quoi. Et toutes les mamans, on s'est fait avoir. On était toutes là, waouh là là, comment il fait? Et en plus, il part avec son porte-bébé et il rentre en RER à Comme 23h. si vous le faisiez pas, vous, quoi. Mais oui, et en fait, c'est là, au bout d'un moment, je fais non, mais les filles, c'est ce que vous faites tous les jours, quoi. En fait. Donc, il y a vraiment cette différence-là. Il y a le héros médaillé. Exactement. Et puis la personne qui doit. La mère, de toute façon, c'est normal, c'est une base, quoi. Toi, Babette, sur le papier, les gens peuvent se dire c'est idéal ta situation, tu es en couple depuis longtemps, tu es mariée, vous avez 3 enfants, c'est super. Est-ce que toi aussi tu le vois, différence quand même de traitement ou de perception entre ta posture de mère et la posture de ton mari qui est père aussi? Moi, à la maison, je ne cuisine pas. C'est pas que je ne sais pas cuisiner, mais c'est que je l'ai trop fait et je n'aime pas ça.
Quand les gens viennent à la maison, c'est mon mari qui cuisine. Pour mon père, ma mère, même s'ils aiment comment mon mari cuisine, j'ai toujours un petit message, une petite réflexion. Mais tu te rends pas compte. Comme je leur dis, ok, je suis une femme. Ok, je suis une femme noire. Pas de souci. Pourquoi je serais obligée de faire comme toutes les femmes alors que j'ai un époux qui adore ça? Tous les hommes dans sa famille aiment cuisiner. C'est pas parce que, effectivement, comme tu l'as dit, sur le papier, tout est beau, tout est parfait, que l'on ne se mange pas des réflexions. Je travaille beaucoup. Je suis une femme ultra carriériste et je ne m'en cacherai pas. Raison pour laquelle mon blog s'appelle Not Just Mom. Je ne suis pas qu'une maman. Nous ne sommes pas que des mamans. Avant mes enfants, j'avais des rêves. Quand ma première et ma deuxième fille sont arrivées, j'ai eu encore plus envie de donner vie à mes rêves. C'est comme ça que mon blog il a commencé. C'est comme ça que j'ai rencontré plein de gens. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que, ah ok, d'accord, on a plein de casquettes. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que je pouvais porter toutes mes casquettes, mais pas au même moment. Il y a des jours où je suis plus l'épouse que la maman. Il y a des jours où je suis plus la maman que la chef d'entreprise. Il y a des jours où je suis que Babette, où même si j'aime mon mari, mes enfants et mon travail, je ne veux être que Babette. Donc passer du temps avec moi, faire quelque chose qui me plaît. Et je ne vais pas culpabiliser de ça parce que j'ai rencontré des femmes qui ne culpabilisaient pas et ça m'a donné d'autant plus confiance en moi et ça m'a permis d'avancer encore plus. Des injonctions, on en vit toutes, c'est compliqué. Maintenant, il faut savoir faire des choix et surtout faire pour soi. Sinon, on tombe. Moi, j'ai fait un burn-out à un moment parce que ma vie elle-même me submergeait jusqu'au jour où je me suis rendu compte que, merde, en fait, ouais, c'est la mienne. On a un peu parlé tout à l'heure, du coup, Mélanie, mais est-ce que tu as l'impression, quand on entend ce type de discours ou ce que tu vois dans la société qui est quand même très hétéronormée, que les mères lesbiennes sont soumises à des injonctions qui sont différentes des mères hétéros? Différentes, je sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on est plus regardé parce que, du coup, notre enfant, il a 2 mamans. Donc, comment il va évoluer? Il n'a pas de figure paternelle. Et puis, alors, nous, il n'a pas de papy. Il a très peu d'oncles. Il a un tonton. Je veux dire, c'est très cliché, mais c'est vrai qu'on n'est pas entouré de beaucoup d'hommes. Nos amis sont essentiellement des femmes. Enfin, voilà. Donc, il y a ce côté, mais comment il va évoluer? Comment vous allez faire pour lui apprendre comment le décaloter, tout ça? Des trucs, des fois, je suis là... je sais pas, il appellera mon frère ou comme tous les enfants, ouais, j'ai pas demandé à ma mère comment on faisait sa première fois, quoi. J'ai eu des potes, je pense qu'on a plein de ressources en fait. Après, je sais que ce qui a été compliqué, c'est surtout qu'il y a des membres de ma famille, moi, qui ont cessé de me parler. Du jour au lendemain, quand je leur ai dit que j'allais être maman, j'ai plus jamais de nouvelles. J'ai essayé de rappeler tout ça. Donc, je pense que ça fait peur aussi parce que les hommes se disent « Oula, si maintenant les femmes elles peuvent avoir des enfants sans moi, quelle va être ma place finalement dans ce monde ?» Et je pense que c'est surtout ça parfois qui peut poser problème et sur les réseaux sociaux parce qu'en réalité, dans la vraie vie, pour la journée mondiale de la lesbophobie, je suis dans la rue avec des pancartes et tout, et en vrai, personne n'a rien dit, tout le monde rigolait. Les mêmes pancartes, mais sous forme numérique, je me suis fait insulter, quoi. C'est ouais, pauvre gamin, où est le papa, comment vous allez faire pour l'expliquer qui est son père. Des fois, j'ai des messages, je suis obligée carrément d'arrêter les commentaires, quoi. Je me dis, mais ça s'arrête jamais. On remet en cause notre maternité tous les jours parce que, selon certaines personnes, nous sommes pas capables d'élever un enfant parce qu'on est 2 femmes. Donc forcément, mon fils, il va manquer d'un truc. Et en fait, le vrai problème aujourd'hui, c'est pas de savoir si l'enfant va bien, c'est qu'en fait, à force de poser des questions comme ça, l'enfant commence à se demander si c'est normal. Mais pour les enfants, c'est normal. La question, elle se pose même pas. Ils ont 2 mamans, 2 papas, une maman, un papa, enfin des fois 3, 4. Et pour eux, c'est leur normalité. Ils sont nés comme ça. Et il n'y a pas de manque, en fait, quand on n'a pas connu aussi. Selon toi, c'est la société qui renvoie en fait un potentiel malaise. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Aujourd'hui, avec le recul, parce que toi, tu as 6 mois de recul seulement, c'est assez court, mais c'est quand même 6 mois. Toi, tu as 17 ans au plus longtemps, et toi, c'est à peu près 15 ans, tes enfants. Ouais. Quel est votre regard sur votre expérience de la maternité, mais aussi de la coparentalité? Moi, j'étais quelqu'un qui passait son temps finalement à tourner et retourner autour de mon nombril, et que en fait le fait de devenir maman, ça a tout décentré, ça a tout défocusé, et du coup j'avais enfin quelqu'un d'autre de plus important que moi à m'occuper, et du coup ça m'a posé 1 million de questions et ça m'a ouverte au monde, vraiment. J'étais tellement dans l'inquiétude de qu'est-ce qu'elle va devenir ma fille, qu'est-ce que j'ai envie de lui montrer comme exemple dans la vie, dans quel monde j'ai envie qu'elle grandisse, etc. Mon état d'esprit a complètement changé, et ça m'a rendue beaucoup plus ouverte à ce qui se passait autour de moi, à regarder les difficultés que pouvaient rencontrer les autres personnes que je rencontrais. Et donc, cette cause, les familles monoparentales, m'a choisie puisque je vivais ça au quotidien. Mais réellement, la maternité, ça m'a permis ça. Et avec leur père, moi, je trouve qu'on forme
un beau couple de coparents. Après, voilà, bon, j'ai mes enfants quasi tout le temps, lui un week-end sur 2, donc on n'est pas non plus dans quelque chose de foufou, mais on a vraiment ce truc où on est archi solidaire dans les décisions, dans le positionnement, et ça, j'ai vraiment une chance, là, je peux dire, une chance de ne pas être en bataille, en guerre par rapport à des choses que je vois dans l'association, et combien il est difficile, en plus d'élever ses enfants, d'être dans une éducation complètement opposée avec l'autre coparent et d'être en bataille permanente. Nos enfants savent en fait que papa et maman, ils font équipe. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas la faire à l'envers d'un côté ni de l'autre. Vous allez être raccord en tout cas sur les décisions. On va être raccord. Et il y a quelque chose aussi de très important parce que, encore une fois, j'ai la chance qu'avec le papa, ça se passe bien. C'est important pour eux de sentir aussi qu'il y a un respect et un amour pour l'autre parent. Que la figure du père est complètement respectée comme la figure de la mère. C'était quelque chose qui était primordial. Quand je suis devenue maman, j'ai pris conscience que là, j'avais un adulte en devenir entre les mains et qu'il fallait que potentiellement j'en fasse quelque chose. Donc la peur. Donc tout de suite, tu fais une introspection de ce que tu es. Tu vois les choses que tu peux garder, les choses qu'il faut absolument retirer, ce qu'il faut que tu améliores, les choses dans lesquelles il faut que tu cartonnes. Ça m'a permis de me discipliner en tant que femme. J'ai commencé, sans savoir ce que je faisais, à travailler pour aller vers la meilleure version de moi. Alors attention, je ne l'ai pas encore atteint. Mais j'ai fait en sorte d'être meilleure avec les gens, meilleure dans mon travail, disciplinée, meilleure dans mon couple. Ça a été encore pire avec l'arrivée de Salomé. La preuve, je suis là aujourd'hui parce que, entre-temps, Not Just Mom est née. Mes filles, elles ont littéralement donné un sens à ma vie. Et mon fils, il est arrivé en confirmant ce sens. Elles m'ont permis d'être la femme que je suis aujourd'hui, plus sûre d'elle, plus confiante, avec une meilleure estime d'elle-même, alors que moi, j'avais une estime en mode 0. Donc, je me suis dit, OK, j'ai des filles, je ne vais pas commencer à éduquer des filles en n'ayant aucune estime de moi. J'ai commencé à chercher, savoir pourquoi j'avais ce problème, comment le régler. Et petit à petit, ça a changé. Je me suis ouverte aux gens, moi, où j'étais une jeune fille, même extrêmement timide. On m'aurait dit à l'âge de 10 ans qu'un jour, je serais là, par exemple. On m'aurait dit, mais tu mens. Je me serais évanouie. La maternité m'a transformée, m'a changée. Cela ne veut pas dire qu'il faut forcément être mère pour évoluer, pour être quelqu'un, mais en tout cas, c'est ce que ça a fait chez moi. Franchement, ça m'a révélé et je pense que ça va continuer encore puisque on est maman jusqu'au bout. Là, ma gamine, elle a 17 ans, c'est un tourment dans ma vie. En fait, ça me ramène à moi quand j'étais ado et je me dis, purée, mes parents, en fait, ils sont passés par là. Donc ça... ça apporte peut-être un peu d'humilité parfois. Ça apporte beaucoup d'humilité là où j'ai appelé ma mère et je lui ai dit, maman, ok, pardonne-moi pour certaines choses et je te comprends pour certaines choses. On apprend avec nos enfants. Des fois, on va être trop dur. Des fois, on va pas l'être assez. On apprend. Je comprends. La coparentalité, moi, je trouve ça merveilleux parce qu'on se rend compte à quel point on peut être vraiment fort dans son couple ou pas peut-être. Mais en tout cas, nous, vraiment, je me suis rendu compte qu'on était une équipe et qu'on s'aimait vraiment. Parce que c'est vrai que ça te met quand même à rude épreuve. Le côté, ouais, c'est trop bien d'avoir un enfant. Ouais, quand tu dors 2 heures par nuit pendant une semaine et que tu commences à dormir sur les WC, ça m'est arrivé. Tu commences à te dire, waouh. En fait, avant, j'étais pas fatiguée. Et du coup, moi, je sais que notre force, et ça a toujours été le cas depuis 5 ans avec ma femme, c'est la communication. Et ça, c'est vrai que heureusement qu'on a ça. On sait à un moment donné poser ses limites et dire il faudrait qu'on change ça. Par exemple, là, c'est trop pour moi, pas assez. Enfin bref, nous, je sais qu'on communique beaucoup. Et je sais que voilà, on arrive à des fois dire stop aussi. Et après, dans ma vie de femme, c'est compliqué de dire que ça changera pas parce que je pense ça commence à changer. Mais moi, mon travail, c'est ma vie, ça l'a toujours été. Et ça, c'est la Mélanie, en fait. Et c'est vrai que de devenir maman, mais j'ai carrément pas vu le truc arriver, quoi. Moi, je me suis dit, tranquille, un bébé, ça dort, machin. En fait, ça prend gavé de temps. Et moi, je l'ai plus vu en mode casse-tête chinois. Il va falloir que je casse ce temps qui est maintenant ma priorité dans mon emploi du temps où déjà, j'avais même pas de temps pour moi. Et en réalité, moi, d'ailleurs, j'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais j'ai réussi à refuser des projets professionnels. Et j'ai réussi à dire stop en me disant... Si là, aujourd'hui, tu prends pas ce temps pour ton fils, dans 18 ans, tu vas t'en mordre les doigts parce qu'en fait, le boulot, aujourd'hui, ça t'apporte beaucoup de choses. Moi, ça m'apporte... j'adore travailler. C'est horrible de dire ça quelque part, mais moi, je sais que j'ai un métier passion. Et en vrai, je me suis dit... ça t'apportera beaucoup ton travail, mais en fait, tu as le temps. Tu as le temps de mettre une pause, reprendre. Tu as le temps des fois de dire stop. Des projets, tu en auras finalement un peu toute ta vie. Mais voilà, je sais que mon fils, il m'a appris déjà à poser mes limites dans le cadre pro, mais aussi dans le cadre perso. J'ai réalisé un truc, je me suis dit, tu peux pas élever ton enfant en acceptant des trucs comme ça, parce que lui, il va croire que c'est OK. C'est à toi de montrer l'exemple. Et je sais que moi, mon fils, il m'a vraiment permis à un moment donné de dire stop à des relations, parfois qui étaient toxiques et je me rendais pas forcément compte. Et ça m'a permis de faire un tri aussi, chose que j'aurais jamais pensé être capable de
de faire. Je pense que quand on devient mère, en fait, moi, j'ai eu cette sensation de devenir louve. Et je me suis dit, je veux que des gens positifs autour de moi. Je veux que du bien pour cet enfant. Je ne pourrais pas le protéger de tout. Voilà, il va aller à l'école, il va avoir deux mamans. Voilà. Je pense que même si on espère que ça ira, moi, je sais qu'il va falloir lui expliquer pourquoi un jour, il n'a pas la même famille que tout le monde. Mais j'essaie, en fait, de le préserver. Et en fait, je pense que la meilleure façon de préserver mon fils, c'est de me préserver moi. Et mine de rien, moi qui travaille normalement du lundi au dimanche soir, j'arrive à prendre 3 jours pour mon fils. Et pour moi, ça, c'est incroyable. Hein. Un point qui me semble important à aborder quand on parle de parentalité de façon générale, mais surtout pour les femmes, c'est la notion de charge mentale. Comment ça se passe pour vous, la charge mentale chez vous ? Si on essaye de répartir, de faire l'exercice, de se réfléchir à ce qu'on met dans chaque espace de sa vie. Si vous voulez avoir un espace pour le travail, avoir un espace pour les enfants, avoir un espace pour dormir, avoir un espace pour faire du sport, avoir un espace pour pratiquer un culte peut-être, avoir un espace pour tomber amoureux, avoir un espace pour se cultiver, pour se former, voilà, pour faire les courses, le ménage, les papiers administratifs, etc. Toutes les sphères de la vie. Toutes les sphères de la vie. On a fait le calcul avec l'association et la Fédération syndicale des familles monoparentales. À votre avis, combien d'heures on aurait besoin dans une journée pour qu'on puisse avoir un équilibre dans tout ça ? 40. Donc, il manque 16 heures. Donc, c'est en ça que si on se dit qu'est-ce qu'on fait de ces 16 heures, on va enlever du temps de sommeil, on va enlever du temps pour soi, on va enlever du temps pour faire du sport, on va enlever, etc. Et on gardera effectivement que l'urgent, c'est-à-dire les enfants, c'est-à-dire le travail, c'est-à-dire les contraintes administratives, financières, etc. Lorsqu'on est 2 à la tête du foyer, tu le disais tout à l'heure, tu disais là, à un moment, j'en peux plus, est-ce que tu peux faire ça ? Moi, je vais faire ça, etc. Et à un moment, je te reprends ci, je te reprends ça. Donc, tu peux faire du troc. C'est comme ça qu'un couple fonctionne parce que on est là on est dans la même équipe. Mais dans les familles où il n'y a pas de prise de relais, et ces heures-là, tu te les retrouves avec sur le dos. Et ces heures-là, c'est quoi ? C'est toute la charge que tu as et que tu accumules. Et après, tu peux partir dans des situations qui peuvent être dramatiques, qui peuvent être, on a dit, l'épuisement parental, la perte de moyens financiers, de logement, etc. Ça peut aller très, très vite. En effet, la charge mentale est quelque chose de très, très, très puissant. Même dans un couple, il y a une charge mentale énorme parce que même dans les familles coparentales, en tout cas, moi, avec le père de mes enfants, même si on est séparés et que il s'occupe des enfants, il a les enfants avec lui un week-end sur 2, malgré tout, toute la charge me revient en permanence. C'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui sais quand est-ce qu'il y a tel rendez-vous, quand est-ce qu'il y a le sport, quand est-ce qu'il y a le tournoi, quand est-ce qu'il y a ci, quand est-ce qu'il y a ça. La charge mentale, avec William, on est ensemble depuis qu'on a l'âge de 20 ans. Donc en fait, on a grandi ensemble. Ces questions de charge mentale, avant ce terme, il n'existait pas. Oui, mais on a eu des échanges et des discussions. Donc, quand on a vécu ensemble, il savait quelles étaient les choses sur lesquelles j'avais des faiblesses et je savais les choses sur lesquelles il avait des faiblesses. Quand est arrivée Cerise, ça nous a chamboulés. Parce que là, l'équation, elle était avec 3 personnes. C'était compliqué, quoi. Donc, il a fallu tout redéfinir, se réapproprier sa vie. Donc là, la charge mentale, elle était au max parce qu'en fait, il y avait plein de choses qui étaient enfouies et que je n'arrivais pas à dire. Alors qu'une fois que les choses étaient dites, bizarrement, les bombes, elles se désamorçaient. Quand Salomé, elle est arrivée, là, la communication, elle était à son max. Que ça soit doux, que ce soit hard. En tout cas, on savait se dire les choses. Et là, il y a Timothée qui est arrivé. Donc, le petit, il a 2 ans. Et je pense que la charge mentale, c'est aujourd'hui que je la connais. Avec un enfant que j'aime plus que tout, que j'ai désiré plus que tout, mais qui me colle par-dessus tout. J'ai jamais connu ça avec mes filles. Elles étaient très collées à leur papa, elles étaient collées à moi, mais pas autant en fait que Timothée. Ça veut dire qu'il va rigoler, je vais rentrer dans la pièce, il va redevenir plus bébé que ce qu'il n'est. Il va être collé à moi comme un bébé gibbon et jusqu'au coucher. Et des fois, ça peut m'oppresser. Mais là, avec Timothée, je redécouvre des facettes de moi. Je sais que cette question de charge mentale, il faut appuyer sur certains boutons pour que ça se calme, sauf que j'arrive plus à appuyer sur les boutons. Donc mes filles, elles comprennent. Et ça, c'est l'avantage d'avoir des ados. Elles viennent, elles le prennent, elles vont jouer avec, elles vont le défocaliser. Et elles vont me dire, maman, va prendre un bain. Parce qu'elles savent aussi qu'il faut juste que peut-être que je me retrouve dans ma salle de bain, ne serait-ce qu'1 heure, ou dans ma chambre seule.
et les choses, elles redescendent. On peut imaginer que dans un couple lesbien, c'est plus simple la charge mentale en se disant, bon bah voilà, de toute façon, la communication chez les femmes, c'est plus inné, etc. Elles vont toutes devenir lesbiennes après. Non, en vrai, franchement, je pense que c'est plus simple parce que là, quand je vous entends, ou même quand j'entends sur les réseaux, ouais, j'ai l'impression que. Après, encore une fois, faut pas idéaliser non plus le couple lesbien. Après, nous, dans le mien, j'ai pas l'idéaliser non plus. Enfin, il y a des fois où ça. Comme tu dis, hein, il y a la communication, des fois c'est slow, et puis des fois ça part en. Voilà. Mais je veux dire, on sait toujours partager les choses. De manière elle sait que j'adore faire le linge, franchement. Quand je dis ça à des potes, elles sont mortes de rire, mais moi j'adore ça, plier, ranger, ça sent bon. C'est un peu comme tu disais, on fait un peu chacune les choses, je veux dire, nous, il n'y a pas de compétition qui en fera le plus et tout. Après, oui, un enfant, c'est une charge mentale. Faut pas non plus. Les gens, ils vont pas. Dans tous les cas, il y en a une. Oui, dans tous les cas, il y en a une. Enfin, nous, en plus, on se marie. En prime, on est auto-entrepreneuse. Puis en plus, moi, j'écris des livres à côté. Enfin, c'est vrai que moi, j'en ai jamais assez, accessoirement. Mais je veux dire, donc, il y a quand même une charge mentale parce que faut quand même dire les choses. Ou moi, elle m'a plusieurs fois dit, ma conjointe, là, ça serait bien que tu restes un peu quand même à la maison 2 week-ends ou un week-end par mois. T'es pas là, c'est compliqué. Mais après, moi, je gère autrement. Je pense qu'aussi, il faut pas hésiter parfois à demander de l'aide et c'est archi difficile. Je sais pas si un homme, c'est plus simple, genre Joker, mais en tant que maman, il y a vraiment ce côté où on se dit, comment ça, j'ai besoin d'aide, je suis une femme, je suis maman, je suis censée le faire toute seule, enfin, je dois y arriver. Et moi, j'ai pas honte de dire que là, ma femme, elle part en EVJF, je suis paniquée un week-end. Mais vraiment, je suis du vendredi au dimanche, genre, je suis paniquée. Genre là, on dirait un mec qui parle. Donc, mais je sais à un moment donné me dire, ok, si t'as peur, va pas garder ça. Si t'as besoin d'aide, moi, j'ai prévenu ma voisine en mode, est-ce que tu seras dispo si jamais tu peux venir m'aider, si je sais pas, s'il fait 2 dents et qu'il pleure pendant des heures et des heures. Voilà. Et en fait, je pense que parfois, il faut aussi se dire, c'est ok de demander de l'aide. Et ça, c'est compliqué en tant que maman. Selon vous, ce serait quoi les solutions en fait pour pouvoir sortir de ces injonctions et pour équilibrer un peu plus peut-être les rôles parentaux et ensuite pouvoir éduquer du coup les futures générations à une parentalité qui est plus équilibrée, à des maternités qui sont plus équilibrées? Je pense que pour pouvoir équilibrer les rôles parentaux, déjà, il faut réfléchir assez grand au niveau des lois déjà. On travaille depuis plus de 2 ans sur la question d'un statut pour les familles monoparentales, pour redonner le pouvoir économique, le pouvoir financier. Enfin, moi, je parle de mon sujet, en tout cas, de séparation ou voilà, quoi que ce soit. Ne pas se retrouver en tant que mère, par exemple, avec des risques de précarité, avec incapacité à avoir un logement ou des choses comme ça. Je vais parler rapidement de la question de la défiscalisation des pensions alimentaires. La pension alimentaire pour la personne qui la verse, donc le plus souvent, majoritairement le père, elle est défiscalisée au niveau de l'impôt. Par contre, pour la personne qui la reçoit, la mère, comme si c'était un salaire, finalement, la mère est imposable sur la pension. Donc ça, c'est vraiment déjà des injustices incroyables dès le départ. Et on s'est battu pour ça. C'est passé à l'Assemblée avec le député avec lequel on travaille depuis 2 ans, Philippe Brun. Et donc là, finalement, c'est encore, on ne sait pas où. Et là, je vais parler justement d'éducation financière. Donc, c'est hyper important dès le départ de pouvoir réfléchir à mettre en place des cours à l'école d'éducation financière parce qu'on se rend compte que les nanas, je vulgarise, mais on n'y pige que dalle sur les comptes, comment on investit, etc. Oh là là, c'est pas très joli de parler d'argent, etc. Et les hommes sont plus à l'aise avec ça. Et donc, il y a vraiment des choses comme ça, simples, je veux dire, simples, c'est-à-dire que c'est le fait de l'instaurer parce qu'on n'a pas tous chez soi. Enfin, moi, je sais que mes parents m'ont jamais dit oui, c'est bien d'investir plutôt que de louer un appartement. Peut-être que tu devrais réfléchir à plutôt mettre cet argent pour acheter, etc. Oui, si on l'avait dit. En fait, l'éducation financière est nulle aujourd'hui. Et en fait, on encourage la plupart du temps les hommes à effectivement, parce que pour le statut social, c'est important pour eux de s'enrichir. C'est quelque chose qui est plus naturellement fait chez les hommes que chez les femmes qui délaissent ce sujet-là. C'est lui qui va gérer en gros. Et puis à un moment donné, tu te retrouves à ah mince, faut que je gère et ça va pas trop quoi. Pour pouvoir vivre une parentalité correcte, où l'on se sent respecté, où l'on respecte, il faut communiquer. Il ne faut pas avoir peur d'aborder les sujets même qui fâchent, parce qu'ensemble, vous trouverez des solutions et vous connaîtrez votre feuille de route. Pour les enfants qui arrivent, la jeune génération, et je pense beaucoup à mes filles quand je dis ça, parce que c'est peut-être des mamans en devenir. Moi, en tout cas, en tant que mère, j'œuvre énormément pour qu'elles aient une superbe estime d'elles-mêmes, une super confiance en elles, qu'elles soient ouvertes, qu'elles se fassent confiance, qu'elles aient le courage de refuser quelque chose qu'elles n'aiment pas, qu'elles ne se sentent pas emprisonnées dans un couple en se laissant oppresser par
les valeurs de l'autre, surtout si elles sont différentes des leurs. Je ne sais pas si je réponds réellement à ta question en disant ce que je suis en train de dire, mais je pense que nous, en tant que maman, c'est comme ça que l'on doit parler à nos enfants, que ce soit des filles ou des garçons. Parce qu'aujourd'hui, étant maman d'un petit garçon et en voyant tout ce qu'il se passe à la télé, déjà que j'avais peur pour mes filles, mais aujourd'hui, j'ai encore plus peur d'être maman d'un garçon parce que je me dis, waouh, le travail que l'on va devoir faire sur lui, j'ai envie que mon fils respecte les femmes. J'ai pas envie qu'il se sente tout puissant dans un couple. Parce que sinon, j'aurais l'impression d'avoir failli, moi, en tant que femme. On radote à force de dire les mêmes choses, mais je pense que c'est vraiment important. Et surtout, qu'entre femmes, on se fasse confiance et que l'on crée des vrais événements sorores tels que celui-ci, où l'on puisse se dire les choses, se conseiller, s'inspirer les unes les autres pour pouvoir aspirer à être meilleure qu'hier et continuer comme ça. Et moi, vous avez absolument tout dit. Voilà, donc éducation, se faire confiance, ça passe par les livres, l'éducation financière, les assos comme celle-là. Merci beaucoup à toutes les trois, vraiment merci. Merci à toi. Merci.